OGM, l'étude russe qui pourrait déraciner une industrie. En 2009, près de 3% des terres agricoles étaient couvertes d'OGM, avec 134 millions d'hectares, selon l'ISAAA qui, chaque année, fait état des cultures des plantes transgéniques dans le monde. Et le dossier des OGM alimentaires, dont de très nombreuses pages restent encore floues à ce jour, pourrait bien s'alourdir prochainement, alors qu'une nouvelle pièce en provenance de Russie est sur le point d'y être ajoutée. Celle-ci prend la forme d'une étude dont les résultats les plus frappants viennent d'être présentés à la presse en Russie dans le cadre de l'ouverture dans ce pays des journées de défense contre les risques environnementaux. Elle est même évoquée par Jeffrey Smith, fondateur de l'Institute for Responsible Technology aux États-Unis et auteur de références dans le monde des OGM avec notamment son ouvrage Seeds of Deception, littéralement les semences de la tromperie, publié en 2003. Menée conjointement par l'Association nationale pour la sécurité génétique et l'Institut de l'écologie et de l'évolution, cette étude russe a duré 2 ans, avec pour cobaye des hamsters de race Campbell, une race qui possède un taux de reproduction élevé. Ainsi, le docteur Alexei Sourov et son équipe ont nourri pendant 2 ans et d'une manière classique les petits mammifères, à l'exception près que certains d'entre eux ont été plus ou moins nourris avec du soja OGM tolérant à un herbicide, un soja qui est régulièrement importé en Europe. Au départ, 4 groupes de 5 paires, mâles-femelles, ont été constitués. Le premier a été nourri avec des aliments qui ne contenaient pas de soja. Le second a quant à lui suivi un régime alimentaire qui comportait du soja conventionnel. Le troisième a été alimenté avec en complément du soja OGM. Et enfin, le 4e groupe a eu des plateaux repas dans lesquels la part de soja transgénique était encore plus élevée que dans ceux du 3e. À la fin de cette première phase, l'ensemble des 4 groupes ont eu en tout 140 petits. L'étude s'est poursuivie dans une 2e phase par la sélection de nouvelles paires issues de chacun de ces premiers groupes. Et dans la logique du déroulement, les nouvelles paires de la 2e génération ont elles aussi eu des petits, créant de fait la 3e et dernière génération de cobayes. Ainsi, il y a eu au final 52 naissances parmi les spécimens de 3e génération qui n'ont pas consommé du tout de soja, 78 parmi ceux qui ont consommé du soja conventionnel, mais le 3e groupe, celui qui a été nourri avec du soja OGM, n'a eu que 40 petits, dont 25% sont morts. Et pire, dans le groupe qui a mangé le plus de soja génétiquement modifié, une seule femelle a réussi à donner naissance, soit 16 petits au total, dont 20% sont finalement morts. Ainsi, à la 3e génération, les hamsters, qui pour les besoins de l'étude ont eu dans leur menu une part importante de soja OGM, n'étaient plus capables de se reproduire. Mais une autre surprise de taille a été observée. Certains de ces hamsters issus de la 3e génération se sont retrouvés avec des poils dans la bouche, un phénomène d'une extrême rareté. Les photos ont été publiées par Jeffrey Smith dans son billet. Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience? À ce stade, aucune, comme le reconnaissent eux-mêmes les scientifiques qui ont fait ces observations. D'ailleurs, leur étude, qui doit être rendue publique dans ses détails en juillet prochain, ne pourra être reconnue comme valide uniquement dans la mesure où elle sera publiée dans une revue scientifique internationale avec un comité de relecture par des pairs. Cependant, même si cette étude ne permet pas de tirer des conclusions définitives, elle pourrait avoir un impact non négligeable dans l'approche globale des OGM agricoles qui sont aujourd'hui consommés dans le monde par des millions d'animaux d'élevage et d'êtres humains depuis leur avènement en 1996. Car en effet, pouvoir effectuer une étude d'une durée aussi longue, 2 ans, est tout à fait rare, tant les semenciers qui en font la promotion veillent au grain, de peur que l'étude en question ne soit pas en leur faveur. Des scientifiques qui découvrent que des OGM provoquent des effets inattendus sont régulièrement attaqués, tournés en ridicule, voient leur crédit de recherche stoppé et sont même renvoyés, explique Jeffrey Smith dans son billet repris notamment par The Huffington Post, qui évoque l'étude du Dr Sourov et de son équipe en Russie. Et pouvoir effectuer des tests pendant 2 ans est d'importance capitale selon les associations écologistes. Celles-ci estiment que 2 ans représentent une durée suffisante pour mesurer les effets chroniques d'un produit ou d'une molécule, et donc d'un pesticide. Or, jusqu'à présent, les plantes OGM qui sont consommées dans le monde sont, dans une très large majorité, des plantes qui accumulent dans leurs cellules un ou plusieurs pesticides, soit par absorption extérieure, soit par une production permanente. De plus, les études de plus de 3 mois sur des mammifères, généralement des rats, nourris à ces OGM pesticides de première génération, sont tout aussi rares.
C'est pourquoi des lanceurs d'alerte, l'équivalent français du terme whistleblowers, littéralement ceux qui soufflent dans le sifflet, dénoncent régulièrement cette situation et demandent à ce que les OGM agricoles soient évalués comme des pesticides à part entière. Autre grand problème, les organismes d'évaluation se basent toujours sur des études faites par ou pour les semenciers et ne possèdent pas de moyens financiers suffisants pour effectuer eux-mêmes des expertises ou contre-expertises. À ce jour, les évaluations d'OGM conduites et financées grâce à des fonds publics se comptent sur les doigts d'une seule main. Selon Jeffrey Smith, l'étude du Dr Suroff et de son équipe pourrait bien, je cite, « déraciner une industrie qui vaut plusieurs milliards de dollars ». L'affaire est donc à suivre, mais quoi qu'il en soit, depuis l'introduction en 1996 dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire de produits agricoles transgéniques, issus de semences dans lesquelles y sont ajoutés un ou plusieurs gènes étrangers afin de conférer à la plante une propriété spécifique, les risques qui y sont liés restent encore très largement inconnus, car très peu observés faute d'études suffisamment longues et indépendantes, mais aussi à cause du refus des semenciers de publier leurs propres études, sauf sous la contrainte juridique, pour des raisons de stratégie industrielle et commerciale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le principe de précaution dans ce domaine semble effectivement illusoire, alors que les incertitudes scientifiques qui demeurent devraient justement le mettre au cœur du processus d'évaluation. Et d'ailleurs, on peut même supposer que cette absence de précaution large et de manque de transparence vis-à-vis du public nuisent par la même occasion aux OGM agricoles expérimentaux de seconde génération qui ne peuvent être évalués dans les meilleures conditions puisque ceux qui sont actuellement sur le marché ne l'ont été que partiellement, le proverbe de la charrue avant les bœufs. Car l'ennui, c'est que nous tous, les consommateurs, sommes au bout de cette chaîne alimentaire. Alors finalement, dans l'histoire, qui sont réellement les cobayes ?